Bonjour Maureen Nizima. Ah, merci. Bonjour Fabrice. On te présente comment? Si tu avais 20 secondes pour te présenter aujourd'hui. Maureen Nizima, 43 ans, championne du monde d'escrime, double médaillée olympique. Ça, c'est pour le sportif. Je suis aussi maintenant sélectionneur avec d'autres gens dans la commission d'épée féminine au sein de la Fédération française d'escrime. Et puis, je suis aussi une maman d'un petit garçon de 4 ans, plein d'énergie. Et puis à côté de ça, j'ai encore d'autres casquettes parce que j'ai plein d'activités. Donc je pense qu'on peut me présenter comme hyperactive. Tu dirais ça? Maureen Nizima hyperactive, ouais. Un truc comme ça. C'est marrant que tu dises championne du monde. Tu l'as été 4 fois. Alors je l'ai été 4 fois, mais individuellement une seule. Du coup, on fait la distinction. C'est Entre important. l'individuel et l'équipe. Ouais. Oui, ça me semble important parce qu'il y a déjà plus de participantes sur une compétition individuelle qu'une compétition par équipe. J'ai mis le temps avant de le récupérer, enfin d'aller le chercher ce titre individuel. Avant ça, j'ai eu la médaille de bronze, puis la médaille d'argent. Enfin non, d'ailleurs c'était dans l'autre sens. J'ai commencé par la médaille d'argent au championnat du monde à La Havane en 2003. La médaille de bronze, c'était en 2007. Et puis finalement, en 2010, j'ai enfin cette médaille d'or. Et puis bien, parce que je l'ai au Grand Palais avec tous les Français qui étaient venus nous voir et toute ma famille. Donc ça valait le coup d'attendre. On va en parler de ça, du Grand Palais, parce que ça a laissé des traces à tout le monde. On a eu, il n'y a pas très longtemps, Oriane Malot-Breton, qui, elle, a été Oui. double vice-championne olympique, comme dirait individuel et par équipe aussi au Grand Palais avec la famille. Ça marque la famille. Ouais. Si on prend la famille, alors j'ai vu ça, d'origine martiniquaise, mais t'es pas né dans les îles, on est d'accord. Non, je suis pas née en Martinique. Tu y retournes? Quand je peux, parce que maintenant, entre le boulot déjà, parce que je suis aussi salariée d'une grande entreprise de cosmétiques française. Donc entre le boulot, j'ai une activité en plus à côté où j'accompagne des entrepreneurs, etc. T'arrêtes pas en fait. Ouais, je suis coach en entreprise et puis toutes mes autres casquettes. Il faut trouver le bon timing. Il faut avoir le budget parce que on se le dit, les billets aujourd'hui, c'est vraiment inacceptable. Voilà ce qui se passe et donc faut avoir le budget pour emmener tout le monde. Et je paye plus qu'un seul billet, hein, je paye aussi Oui. un petit billet mais qui a un grand qui demande un grand budget. Et donc j'y retourne je vais y retourner cet été. La dernière fois que j'ai été, c'était en 2021. 22. Donc j'ai pas vu ma maman depuis un certain temps, mon papa aussi. Donc t'es né région parisienne et donc t'es un pur produit de l'Île-de-France. Je suis un produit du 9-3. Oh, yo. Donc, voilà, je suis née à l'hôpital de Bondy, à Jean-Verdier, là où sont nés plein d'autres champions, je tiens à le préciser. Alors justement, comment t'es passé, parce que on dit Bondy, on dit le 9-3, il n'y a pas de sport et autres, mais comment tu arrives à l'escrime? C'est tout à fait, enfin oui, c'est un hasard, je pense, on peut le dire en fait. Alors, à cette époque-là, moi, je suis plutôt tournée vers le spectacle et je m'apprête à rentrer à l'école des enfants du spectacle. Mhm. Je faisais des castings, j'ai fait des figurations dans des films. Et t'as quel âge déjà? 5-6 ans. J'ai fait des publicités pour des grandes marques de bonbons. Je ne donnerai pas le J'aime nom. beaucoup. Et en fait, on déménage et donc à ce moment-là, je me retrouve quand même très très loin de cette école, donc il faut trouver une autre activité parce que je suis déjà très très agitée comme petite fille. Et les sports co, c'était pas mon truc. J'aimais pas me faire bousculer. Enfin, ça matchait pas. Ce qu'on me proposait ne matchait pas. J'étais d'une famille de sportifs, hein. Ma maman était sprinteuse dans sa jeunesse. Et Pour te courir après, c'était pratique. ouais, plutôt. Il y avait besoin. Et mes grands-parents, eux aussi, ils étaient plutôt sur de la course. Mon grand-frère a fait le marathon de Paris. Enfin, j'étais d'une famille, voilà, de sportifs. Moi, j'aimais pas du tout courir. Et donc, un jour, forum des associations, enfin, porte ouverte de début d'année, ma marraine m'emmène, elle me dit, tu vas voir, je vais t'emmener voir un sport, je suis sûre que tu vas aimer. Et donc, j'arrive dans la salle, je suis en petite jupe, hein, en jupette à volant et en chaussures vernies. Et on me met un masque et une veste d'escrime. Donc, on me déguise, en fait, pour moi. Et à ce moment-là, on me dit, allez, vas-y, go, c'est parti. Et en fait, ça a été le coup de foudre.
pour la petite fille que j'étais qui avait envie de spectacle, c'était un peu le spectacle, quoi. Et en fait, très tôt, donc on était très peu de filles, hein. Je vous parle de ça, c'est dans les années 80. Et donc, je faisais des compétitions et des entraînements avec les garçons. Alors, c'est bien, tu voulais batailler, donc... Et voilà, et en fait, ça a été, je pense, la toute première motivation à la compétition, c'était de battre les garçons et en fait de les faire pleurer. Ah oui, carrément. Bah oui, parce que quand ils perdaient contre une fille, ils pleuraient, les garçons. Donc, au début, ça a été ça. Et puis, je me suis prise au jeu très, très vite de la compète. Et puis, il y a eu l'adolescence, un temps un peu plus compliqué, où voilà, on a envie d'aller faire les anniversaires des copains et des copines le mercredi et le week-end. On s'entraîne plus. On s'entraîne moins, on fait moins de résultats. Puis, ouais, c'est un peu plus... c'est une période qui est un peu plus compliquée. Il y a les poussées de croissance où on a un peu mal partout. Donc, j'ai arrêté pendant un temps l'escrime. Alors, comment tu reviens à l'escrime? Parce que du coup, ok, t'as l'adolescence, tout ça, mais comment tu arrives? Parce qu'il y a bien un déclic pour que tu arrives... Alors, il y a un déclic. En fait, donc moi, après, je retourne au spectacle. Et pendant quelques années, je fais de la danse dans un groupe de danse folklorique antillaise. Et je vais même aller jusqu'à danser au Zénith, sur la scène du Zénith à Paris. Donc, c'était quand même dingue, quoi. Ça me procurait aussi des émotions, mais pas autant que ce que je pouvais ressentir dans le sport. Donc, ça me manquait quand même un peu. Et en fait, il y a les Jeux d'Atlanta et je vois les Françaises performer. Et je me dis, moi, je saurais jamais si pour moi ça aurait pu marcher ou pas, quoi. Et à la rentrée, ma mère recroise mon maître d'armes et il lui dit, il faut que Maureen revienne. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et par contre, si j'y vais à fond. Et donc, j'y suis retournée. Et là, je me suis dit tout de suite que c'était le haut niveau que je voulais atteindre. Alors, comment ça se passe? Parce que, du coup, tu sors de... Ouais, je vais faire la fête, c'est tranquille, je fais du spectacle et c'est une ambiance un peu particulière. Hein. Maintenant, je vais viser le haut niveau. Bah, j'avais pas le même âge déjà. Donc, je pense que ma croissance était déjà terminée. Donc, c'était un peu... Physiquement, j'étais un peu plus stable. Le spectacle, l'escrime un peu comme on l'imagine avec quand on est petit à jouer à D'Artagnan. J'étais très petite, hein, donc là je vous parle de ça, c'était 10 ans plus tard quand même. Et parce que j'avais ressenti des émotions pendant ces Jeux d'Atlanta que j'avais vus depuis mon salon. Moi, je me sentais aussi proche de ces filles-là parce que je les avais vues. J'avais été à des tournois où j'avais pu les voir et les rencontrer, donc... je me disais, mais pourquoi pas moi? Ce serait top si je pouvais vivre la même chose qu'elle, quoi. Et donc, elles m'ont tellement fait rêver, c'est elles les responsables. Je veux des noms. Ah bah, Sangeeta Tripathi, Valérie Barlois, Laura Flessel, Sophie Moressé, enfin voilà, c'était cette équipe-là. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu le réveil de la bête intérieure, tu vois, qui sommeille et qui a envie de s'exprimer. Et donc, quand je reprends, j'étais entre deux armes, hein, entre le fleuret et l'épée. Les compétitions étaient les mêmes week-ends. J'étais qualifiée pour les deux, parce qu'on avait des pré-tournois pour faire les compétitions nationales. Et il y a un moment, il faut faire un choix. Et donc, on me dit, bah, qu'est-ce que tu veux choisir? Donc, je choisis l'épée, parce que dans mon club, il y a plus d'épéistes. Et que si je veux me développer au fleuret, il faut que je change de club, il faut que je change d'entraîneur, et j'ai pas envie. Voilà, c'était ma deuxième famille. J'avais grandi là, aussi avec mes potes, dont certains sont toujours mes potes aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment grandi avec ce club d'Aulnay-sous-Bois et avec ce maître d'armes, Maître Ignace, qui est plus avec nous aujourd'hui, mais qui est toujours un peu avec moi quand je parle d'escrime. Et finalement, je franchis les étapes. Une à une jusqu'à ce que je sois repérée en circuit national par les entraîneurs nationaux qui me proposent de rentrer en sport-études. Alors là, ça commence à devenir sérieux? Ouais, ça commence à devenir sérieux. J'ai eu des propositions 2 fois. Une première fois, j'étais encore au lycée, j'étais en première et pour mes parents, c'était inenvisageable de m'envoyer en sport-études en n'ayant pas le bac. Donc, ils me disent, bah non, Maureen, tu restes là, tu pars pas. Et c'était un peu aussi la carotte, je pense, pour eux. De me dire, bah, tu partiras quand tu auras ton bac.
Donc, sans aménagement, hein, je continue à m'entraîner dur et pour être performante au niveau national et aussi montrer le bout de mon nez au niveau international. Hein. Je suis junior à ce moment-là. Et donc, ça se fait finalement l'année du bac. J'ai mon bac avec mention. Ça a été compliqué parce que mes professeurs voyaient pas ça forcément d'un très bon œil. On me disait que j'aurais pas mon bac et puis je l'ai eu avec mention. Donc, j'étais très contente de faire ce petit pied de nez. Il y a toujours eu un peu ce truc-là de l'orgueil piqué, quoi. Et donc, je pars à Bordeaux, à Talence précisément, au Krebs, en septembre 99. Ça s'enchaîne vite, là, derrière. Ça s'enchaîne très vite. La première année, c'est très dur parce qu'en plus, je suis dans une filière que j'ai pas choisie. On m'inscrit en STAPS alors que moi, je veux faire les préparations aux concours paramédicaux pour entrer en école de kiné ou podologie. Et donc, les 6 premiers mois, je suis blessée tout le temps parce que je suis en STAPS et que je fais l'entraînement escrime plus les activités physiques et sportives en STAPS, même si j'étais dans une classe aménagée, c'était trop. Et la deuxième année, je suis qualifiée pour les mondiaux juniors. On est championne du monde par équipe, avec mon équipe de cette époque. Et quelques mois plus tard, je fais aussi des performances en tournoi international senior. Et donc, je suis aussi qualifiée pour les mondiaux seniors à Nîmes. Et donc, ça démarre un peu sur les chapeaux de roue, quoi. Donc, forcément, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'atteins tout doucement mon rêve du doigt, mais je suis pas performante je suis pas dans une performance aussi élevée que peuvent l'être mes aînés, quoi. À ce moment-là, bah oui, il y a Sangeeta Tripathi dans mon équipe, qui est déjà championne d'Europe. Il y a Laura Flessel qui revient de maternité, qui a remporté des titres et des titres. Je suis pas à la hauteur encore de ces filles-là, donc il y a du taf, mais à ce moment-là, j'ai en ligne de mire des gens qui deviennent mes modèles, quoi. Les titres, quand ils arrivent, tu les prends comme une récompense, juste comme une marche pour continuer le chemin. Comment ça vient dans la tête? Parce que tu parlais de douleur, des blessures. Ouais, beaucoup. Ça joue dans la tête, là? Ça joue dans la tête parce qu'on se demande si on est fait pour ça, finalement. Moi, j'avais l'impression que j'étais la seule à être aussi blessée. Et par la suite, aujourd'hui, j'ai une explication que je n'avais pas dans ces années-là, hein, début des années 2000, parce que je souffrais d'un syndrome qu'on n'avait pas encore découvert à ce moment-là, qui explique pourquoi j'étais aussi blessée. Et toutes les recherches et toutes les découvertes qu'on a fait aussi sur le sport au féminin ont été dans le sens de, moi j'avais un syndrome ovarien et hormonal, syndrome des ovaires polykystiques, qui faisait que très très souvent, autour du début de mon cycle, j'étais blessée. Faiblesse du corps humain? C'est pas une faiblesse, c'est un trouble. C'est un trouble ovarien qui entraîne un trouble hormonal, qui fait que à certains moments, au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, tout est plus sensible et plus fragile, et avec les efforts qu'on fournit et l'intensité qu'on met à l'escrime sur tout le bassin et toute cette région-là du corps, j'étais très très souvent blessée. Et à l'époque, on ne le sait pas. À l'époque, on ne le sait pas. Personne ne l'a cherché. Je pense que pas grand monde savait que ça existait et quelles conséquences ça pouvait avoir. Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard quand j'ai souhaité mettre en route une maternité et qu'on a dû faire des recherches. Mais je me suis battue pendant très longtemps entre le poids, rester à mon poids de forme, entre des blessures à répétition. J'ai été aussi beaucoup blessée au niveau du poignet, des ligaments. J'ai été opérée 3 fois du poignet, 1 fois de l'épaule. Enfin, les chirurgiens, je connaissais leur famille, quoi. Je leur demandais des nouvelles de leurs enfants, quoi, tu vois. Et en fait, ça m'a fait douter. Par moments, ça m'a fait me demander si j'étais vraiment faite pour ça, si je faisais tout pour que ça fonctionne. Et puis après, j'ai dû me rendre à l'évidence, ça servait à rien que je me pose ces questions, il fallait que je trouve une solution pour que ça fonctionne. Donc j'ai plus été orientée problème, j'ai été orientée solution. Et à l'époque, ça n'existait pas trop dans notre environnement à l'escrime. J'ai créé ma team, quoi, avec un médecin, avec
des kinés qui venaient, en plus des kinés de l'équipe de France qui étaient déjà top, qui venaient m'aider en plus à faire de la récup plus que j'en avais déjà à domicile. Un préparateur physique, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de préparateur physique dans notre groupe d'entraînement. C'était l'entraîneur national qui s'occupait de la prépa physique. Et puis plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai bénéfice à le faire. Mais moi, j'en payais un de ma poche. Donc j'étais l'entrepreneur de mon propre projet sportif, voilà. Un coach mental ? Un coach mental aussi, ouais. Tu parles là d'un sujet sensible, l'accompagnement de l'athlète et l'accompagnement financier de l'athlète. Ouais. Comment tu as fait ce financement ? Tu as bossé à côté ? Alors, j'ai pas bossé à proprement parler à côté parce que dans ces années-là, j'étais encore étudiante. Mais j'avais des contrats qui pouvaient me permettre d'avoir des revenus mensuels que je réinjectais dans mon projet sportif. Donc ça me permettait de payer mon préparateur mental, mon préparateur physique, mon médecin, le kiné qui venait faire ma récup aussi le soir. Mais finalement, je gagnais très peu. Quand j'avais des primes, je les dépensais pas, je les mettais de côté parce que je savais que j'avais toute mon équipe aussi à payer et j'avais envie que ce soit mon socle. J'avais envie d'avoir la certitude que sur la saison, j'allais pouvoir compter sur tous ces gens-là. La blessure, on en a peur ? Oui, à certains moments. Seulement, quand on revient de blessure et juste avant les grandes échéances. Alors quand on n'est pas blessé, qu'on est en pleine forme, qu'on est au top niveau et qu'on n'est pas sélectionné parce qu'il y a un changement de règlement ou qu'il y a des compétitions qui, je prends exemple sur les JO, Ouais. là le coach mental il a du boulot. Il a du boulot tout le temps parce que chez nous, les modes de qualification, par exemple pour les JO, sont très très durs. Quand je dis dur, c'est que c'est presque injuste. Toutes les autres saisons, hormis pour les Jeux, c'est-à-dire pour les championnats du monde, les championnats d'Europe, les sélectionnés sont 4. Donc, ces 4-là font l'individuel et l'équipe. Pour les Jeux, il y a 3 sélectionnés pour l'individuel et une remplaçante qui vient les rejoindre par équipe. Donc, on est, on va dire, un groupe une douzaine, une quinzaine à pouvoir prétendre à être à la fin de la saison sélectionné pour les championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux olympiques. Donc il y a déjà une concurrence interne au groupe. Première pression. Ensuite, il y a faire les résultats qu'il faut parce que c'est pas tout d'être meilleur que les autres. Il faut aussi bien se placer dans la hiérarchie mondiale pour prétendre à un titre à la fin, quoi. Et puis après, il y a la sélection avec laquelle on n'est pas toujours d'accord. Parce qu'on comprend pas bien, parce que la communication peut-être est pas la bonne, ou que les critères, certains critères peuvent échapper aux athlètes. Et du coup, quand on comprend pas ou quand on se sent jugé injustement, c'est plus dur d'accepter une décision qui va pas dans notre sens. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté de la barrière en tant que sélectionneur. Et ce que je dis toujours, et c'est le cas depuis 2016, je suis élu à ce poste, hein, je suis bénévole, mais je suis élu, donc je suis aux côtés des entraîneurs et des cadres. Pour moi, tout peut s'entendre du moment qu'on explique. Et je tiens vraiment à ça, et je le dis tout le temps aux athlètes, si vous ne comprenez pas, restez pas avec vos questions, parce que ça peut vraiment atteindre mentalement plus profondément que ce que les gens imaginent. Et pour un athlète, se relever d'une injustice et poursuivre sa carrière, c'est pas simple. Il faut avoir digéré, il faut avoir réussi à transformer en quelque chose de positif pour s'y remettre en septembre, quoi. Tu vois ? Alors comment on se prépare pour réussir à aller au Grand Palais en 2010 et taper l'objectif final ? Ça a été encore particulier le Grand Palais parce que, en fait, cette victoire au Grand Palais, elle prend son origine 2 ans avant, dans ma non-sélection pour les Jeux de Pékin, où à ce moment-là, on n'avait pas le programme complet à l'escrime. Il y avait toutes les armes étaient représentées à l'individuel, mais par équipe, il y avait que 6 épreuves sur les 8 possibles. Et donc, il y avait un turnover. Et donc, en 2008, l'épée féminine n'était pas au programme par équipe. Donc, il ne pouvait y avoir que 2 sélectionnés
individuelle. Je suis la 3e. Donc, je ne vais pas aux Jeux Olympiques de Pékin. Je reste à la maison. Voilà. Et à ce moment-là, je me dis à quoi bon tout ça. Je suis beaucoup blessée. J'ai fait les Jeux en 2004. J'ai été médaillée. 4 ans plus tard, j'y retourne pas. Peut-être que c'est bon, c'est la fin de l'aventure, quoi. On va s'arrêter là. Et puis, ça sert à rien d'insister. Et en fait, je demande autour de moi à d'autres athlètes, à d'autres escrimeurs, mais toi, comment t'as su que c'était la fin pour toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter ou à ne pas arrêter? Et en fait, j'étais prête vraiment à raccrocher. Hein. Et c'est quand j'ai su que les mondiaux étaient à Paris en 2010, je me suis dit, bon, 2 ans, c'est possible. Je peux encore tenir 2 ans. Je peux remettre ma motivation voilà, sur l'ouvrage et y retourner pendant 2 ans. Et puis après, on verra. Et donc, quand j'arrive à cette année sélective pour les mondiaux de Paris en 2010, je me dis, en fait, j'aurais pu ne pas être là, quoi. Donc, toute la pression, je l'avais déjà évacuée. J'aurais pu ne pas être là. J'étais prête à arrêter, donc là, c'est du bonus pour moi. Donc, presque ça a aidé. Ouais, je pense, parce que c'était parti de beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Une remise en question, et il faut que les gens comprennent, hein, à ce moment-là, ça remet en question toute ma vie, parce que en 2008, j'ai 27 ans, je commence l'escrime à 5 ans, donc c'est ce que j'ai fait le plus de toute ma vie. Les gens qui m'entourent et mon quotidien, c'est l'escrime. Donc vraiment, quand je remets ça en question, je remets ma vie entière en question. Comme sur l'image qu'on a choisie pour la vignette, c'est la rage, c'est quoi? C'est tout qui sort quand c'est la touche finale? Ouais, il y a beaucoup de rage. Il y a aussi une grande libération. Et là, pour le coup, parce que quand on entend rage, on entend quelque chose de négatif. La rage, c'est pas forcément négatif, c'est tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait comme effort, tout ce qu'on a travaillé. On ne sait pas jusqu'au bout si ça va être payant, parce que les autres aussi, après tout, elles ont bossé. Les Françaises comme les étrangères, tout le monde a bossé. Et en fait, tout ce que tu as retenu, parce que c'est fait aussi de concessions, hein, cette vie d'athlète, tu es à l'entraînement en face de filles qui sont tes coéquipières et tes adversaires. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Enfin, à la fin, tu te retrouves aussi à être contre des adversaires étrangères. T'as beaucoup de pression quand même, parce que, l'air de rien, le fait de faire cette compète en France, on attend de toi. Et puis les médias sont beaucoup plus présents. Ouais, mais ça, j'avais appris à le gérer, entre-temps. J'avais appris à le gérer. J'avais appris à me protéger quand j'avais envie de me protéger, à en donner suffisamment pour que, voilà, on vienne pas trop m'embêter aussi, quoi. Parce que j'avais compris un peu la mécanique du truc. Et donc, à ce moment-là, il y a tout ça qui ressort. Dans ma vie personnelle, j'ai eu aussi des moments un peu durs entre les Jeux d'Athènes et puis ce Grand Palais, qui ont fait que je remettais aussi en question pourquoi je passe pas plus de temps avec ma famille, quoi. Et de ce fait, tout ça venait valider les efforts que j'avais faits, quoi. Donc quand je crie comme ça, là, je crie pas juste par rage, je crie t'as eu raison. Est-ce que derrière, ça change sa vie? Complet. Et ça a été... Alors, il y a la performance sportive, c'est un fait. Il y a l'endroit où ça s'est passé, au Grand Palais. Je pense qu'il a aussi mis un coup de projecteur sur notre discipline qu'on ne voit pas beaucoup d'habitude, en dehors des Jeux Olympiques. Et là, on n'est pas en période olympique, ouais. En période olympique, hein. On est entre 2 Jeux. Et puis, il y a le timing, parce que je me retrouve en première page de l'équipe, ce qui est très très rare pour un escrimeur. Seul. Parce que je suis la seule à faire un titre mondial pendant ce mondial. Il y en a eu, mais par équipe. Par équipe, oui. À l'individuel, il n'y a que moi. C'était pas forcément moi qui était attendu. En plus. Bah non, parce que dans notre discipline, la tête d'affiche, c'était pas moi. Donc, je pense que pour les médias, c'était aussi se dire, il y a un renouvellement, il y a de nouvelles têtes. Nouvelle tête? Alors que je suis là depuis longtemps, en fait. Mais oui, mais
Vous savez, en fait, je me rends compte que là, avec les Jeux Olympiques, ça a peut-être tendance à changer un peu, mais souvent, dans les médias français du sport, un représentant par discipline, c'est suffisant, quoi. Hmm. Plus, Ouais, il faut expliquer, quoi. pourquoi? Enfin, non, mais c'est bon, on en a déjà. Avec le nombre de médailles qu'il y a eu au JO là, 2024, Ouais. il fait beaucoup d'athlètes à mettre en avant. Bah ouais, alors, on a 365 jours dans l'année. Il y en a eu combien des athlètes médaillés? Ah, pas mal. Bon. On pourrait pas faire l'année. Eh ben, peut-être qu'il faut en faire 2 par jour. Ah, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. En tout cas, ce jour-là, j'étais pas aux Jeux Olympiques, j'étais aux Mondiaux, à Paris, au Grand Palais. Il y avait pas de vent, donc la route du Rhum, le vainqueur est pas arrivé. Donc, c'est moi qui me suis retrouvée en première page de l'équipe. Et ça a eu les conséquences importantes pour moi, parce que derrière, je décroche un emploi. On vient de chercher. Actuellement, on vient me chercher. Parce que je passe chez Laurent Ruquier, dans son émission de l'époque. Et donc, ce qui se serait pas produit... On vient chercher la sportive ou la personne entière? Je pense qu'au départ, on vient chercher... alors, chez Laurent Ruquier, je pense qu'on vient chercher la sportive, parce que je suis dans l'actualité du moment. Et mon employeur, je pense qu'il vient chercher la personne entière, parce que j'ai un parcours professionnel qui fitait bien avec cette entreprise. Ça tombe bien, c'est bonnes études, bon... Ah bah oui, et que je suis un profil un peu atypique qui permet d'apporter aussi de la diversité, une autre façon de voir le travail en collectif, des choses différentes, quoi. Donc une nouvelle vie dès le lendemain, presque. Non, ça se passera peut-être 6-8 mois plus tard, parce que j'ai eu plein de propositions, hein. J'ai choisi celle-là, mais j'ai eu plein de propositions, j'ai pris le temps de les étudier. J'avais envie de travailler ma reconversion à ce moment-là, et pas juste de faire un one-shot. Et surtout, parce que je savais que ça allait m'apaiser mentalement de savoir comment j'allais payer mes factures. Parce que c'était ça le sujet chaud du moment. C'était que j'avais mes contrats avec le ministère de la Défense qui arrivaient à terme. Et moi, j'étais prête à aller travailler dans un fast-food le premier venu, quoi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai mon staff à payer, j'ai mes factures à payer, et que c'est pas avec ce que je gagne... parce qu'on a l'impression qu'on a des gros salaires. On gagne combien quand on est sportif? Ça dépend de... La fourchette, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est encore différent, mais moi, à l'époque, par mois, je dois être à 2000 quelque chose. Oui, on ne peut pas claquer comme on veut, quoi. Ah ben pas du tout. Non. Ça paye les factures. Et je te dis, avec ça plus mes primes, T'arrives à maintenir l'équipe. J'arrive à maintenir mon équipe, ouais. 2 ans de pause, certains diront. Ouais. Pause reconversion, où tu reprends quoi? Tu reprends ta vie en main en disant c'est fini l'escrime? Là, tu parles de 2012. 2012. Alors, 2 ans de pause. Il y a plusieurs choses à ce moment-là. Je suis en couple, installé, et tout va bien. Et moi, j'ai 31 ans. L'horloge tourne. L'horloge tourne. Et surtout, on revient des Jeux de Londres, pas qualifié pour l'épreuve par équipe. Donc voilà, la seule représentante de l'épée féminine, c'est Laura Flessel. Et l'escrime française revient avec 0 médaille. Donc il y a beaucoup de questions qui viennent se percuter, et je me dis, c'est peut-être le moment de me lancer et de faire ce bébé. Donc je mets en suspens au niveau international la première année, parce que je me dis, ça peut prendre du temps, je veux pas... j'ai été tout à fait transparente avec mon entourage, le staff de l'équipe de France et tout, en leur disant, voilà, je vais quitter l'INSEP, je vais aller m'entraîner en club, je vais faire les compétitions nationales pour me maintenir. Je vais continuer à m'entraîner, mais ma priorité, là, cette année, c'est pas ça. Et c'est drôle parce que à ce moment-là, je vois que ça inquiète, et je vois que ça convient pas forcément aussi. Et contrairement à aujourd'hui, où vraiment il s'est passé quelque chose et les mentalités ont évolué, à ce moment-là, je sens que presque je déçois, quoi. Comment ça, elle veut arrêter pour faire un bébé? C'est quoi cette histoire? Si c'est ça, nous on compte plus sur elle. Il
Il y a un entraîneur qui va jusqu'à me dire, mais et si t'as des jumeaux, comment on fait? T'imagines? Comment on fait? Mais mec, t'es pas dans le projet en fait. On de quoi? C'est qui on? Et, euh, et du coup, ça prendra plus de temps que prévu. Ça n'aboutira pas d'ailleurs, parce que c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Et surtout, moralement et physiquement, ça a été très lourd comme parcours. Mon corps a subi vraiment beaucoup. Et donc, il y a un moment où j'étais plus capable de supporter cette pression-là, ce parcours, et où j'ai eu besoin de reprendre mon souffle, aller au bout de mon projet sportif et de ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est pour ça que je repars en 2014 avec les Jeux de Rio en ligne de mire. Alors, ça se passe comment? Mal. Ça se passe mal, très mal. En fait, ça démarre avec de la négociation. Et pour moi, à ce moment-là, quand on n'est pas dans l'accompagnement, mais qu'on est dans la pression, ça peut pas augurer quelque chose de bon, quoi. On me dit en gros, voilà, si tu veux refaire partir tes aménagements avec ton employeur, parce que du coup, pendant ces 2 années-là, moi, mon autre objectif, c'était aussi que niveau insertion professionnelle, je fasse des horaires classiques au boulot et que je puisse vraiment voir ce que c'est au quotidien le job pour lequel j'ai été recrutée. J'avais envie de faire mes preuves aussi de ce côté-là. Et donc là, quand je reprends en 2014, il faut refaire partir avec une convention d'insertion professionnelle mes horaires aménagés. Et donc le DTN me dit, bah écoute, soit tu reviens à l'INSEP et on te refait partir ta CIP, soit bah, tu te débrouilles, quoi, en gros. Donc je dis bah ok, mais l'entraîneur lui, peut-être qu'il aurait pas, enfin je sais pas s'il avait envie que je revienne, que je vienne dans son équipe. Il avait plein de petites jeunes qui sont médaillés aujourd'hui, hein, parce que c'est ces jeunes-là qu'il s'agit à ce moment-là, qui n'ont pas eu ce temps de passage de témoin dont nous on a bénéficié avec la génération précédente. Et donc, qui partent en Coupe du Monde et qui font pas forcément les résultats qu'on attend, mais c'est normal. C'est normal parce qu'elles ont pas eu le passage de témoin, parce qu'elles n'ont pas encore l'expérience, parce que il faut le temps de la maturation de ce groupe. Et donc, j'arrive là-dedans avec mon corps de 10 ans de plus que ces filles. Aïe! Exact. Avec mon statut aussi. Mmh. Et j'ai eu l'impression d'être confrontée à la légitimité que l'entraîneur avait envers lui-même et envers ce groupe. Et d'être un peu caillou dans sa chaussure, quoi. Une des choses qui me paraît hyper importante quand on est un athlète sur on va dire, la tête d'affiche d'une discipline sportive ou d'un collectif, c'est d'aider cette personne à toujours regarder devant. Parce que forcément, quand vous êtes la tête d'affiche, les autres ont envie aussi de prendre de vous. Et moi, je suis quelqu'un qui partage, donc j'ai beaucoup partagé, mais j'avais moi aussi besoin d'être tiré vers le haut, d'être inspiré. Et à ce moment-là, j'avais l'impression je me sentais très seule. Je me sentais très seule. J'avais encore des amis à l'épée masculine avec qui je pouvais discuter et qui comprenaient un peu, sur les discussions d'escrime ou mes besoins spécifiques. Mais j'avais l'impression que ce dialogue-là avec les entraîneurs, il n'était pas possible. Et je me suis sentie exactement dans la même position après les mondiaux de 2010, quand je me suis retrouvée avec la cible dans le dos. Parce que t'es décortiqué. T'es analysé par tout le monde. Donc faut trouver de nouvelles choses pour continuer à progresser. Et ben là, c'était pareil. J'avais besoin de retrouver mon jeu, de progresser sur de nouvelles choses, et j'avais le sentiment qu'au contraire, il fallait que je me conforme à ce qui était fait et pour la majorité. Et donc, j'y trouvais pas mon compte. Donc, j'ai laissé beaucoup d'énergie,
Et après, après tu as l'année olympique où tu fais la qualif. Et donc, pendant cette année olympique, je me dis, quoi qu'il arrive, il faut qu'on aille à ces Jeux, quoi. Il faut qu'on aille à ces Jeux parce que je trouvais que le groupe le méritait. Je trouvais que c'était pas juste, en fait, parce qu'on était, à ce moment-là, l'épée féminine était un peu la cinquième roue du carrosse, souvent pointée du doigt, et je trouvais ça injuste. Et donc, heureusement, on me fait confiance et je me retrouve en fait dans la campagne de qualif, dans absolument toutes les épreuves, pour aller qualifier cette équipe et décrocher le quota olympique. Et pour finir, eh ben, on me dit gentiment, écoute, ce sera sans toi. Voilà. Comment on le vit? C'est des sentiments mêlés. Le premier, c'est beaucoup de colère, je crois. C'est beaucoup d'injustice parce que moi, je sentais avoir mérité cette place et surtout, on m'avait finalement pas tout dit des règles du jeu au départ. C'est que moi, ils attendaient pas la même chose de moi que des autres. Ça m'a été dit beaucoup plus tard. Trop tard. Mais l'idée, normalement, si on met tout le monde sur un pied d'égalité, c'est de dénoncer les règles avant de démarrer le jeu, quoi. Et mieux. Normalement. Et donc, ils attendaient de moi des résultats donc plus probants que ceux que j'ai faits et plus probants que mes coéquipières. Et sauf que la qualification par équipe se fait sur le même week-end que les compètes individuelles et que je laissais, je pense, beaucoup d'énergie et j'ai accordé beaucoup d'attention à cette qualif par équipe et à donc ces épreuves par équipe. Je pense aussi qu'à certains moments, en termes de communication, j'ai dû me substituer aussi parfois un peu à nos cadres parce que je ressentais que mon équipe avait besoin d'un accompagnement qui était différent de celui qu'on recevait. Et pour moi, j'avais fait le travail de passer le message, mais il se passait pas grand-chose en retour. Et donc je me disais, mais si ça continue, on va pas y arriver, quoi. Donc tant pis, s'il faut que moi, je dise les choses qu'elles ont besoin d'entendre pour que ça marche, je vais le faire. Parce que c'était ça plus que tout. C'était ce qui était important plus que tout, c'était qu'on y arrive à la fin. Donc je regrette pas du tout. Et même, ça a été dur de pas y aller parce qu'en plus, au-delà de pas y aller, c'est la manière, en fait, le fait de pas considérer les gens pour tous les efforts fournis. On m'a annoncé ça un peu bizarrement, hein, aussi. Tous les autres, c'est de notoriété que en fait, ceux qui sont aux portes de la sélection et qui sont pas sélectionnés, on leur annonce pas devant tout le monde le jour J, qu'on les appelle juste avant pour leur annoncer qu'ils sont pas sélectionnés. Bon, moi, on m'a pas fait cette faveur-là, on me l'a annoncé devant tout le monde. Et ça a été assez violent parce que, en plus, à la fin, on me demande de rester. Et donc, je reste en pensant qu'on allait m'expliquer voilà pourquoi on ne te sélectionne pas. Et finalement, ce qu'on me dit, c'est écoute, comme c'est la fin de ta carrière, t'es pas obligé de faire la prépa. Parce que j'étais remplaçante, voilà, j'étais suppléante. T'es pas obligé de faire la prépa, salut, quoi. Et là, je me dis, alors en fait, donc déjà, il me sélectionne pas, mais en plus, il décide de quand j'arrête. Donc, j'aurais dit, en fait, non, les gars. Non, moi je vais aller avec mon groupe jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, cette aventure-là, c'est la mienne. Et je vais décider quand j'arrête. Et donc, je décide d'aller et de faire toute la préparation avec les filles parce que je voyais pas pourquoi j'allais les lâcher là, quoi. Et donc, ça se fait comme ça. Et j'ai dû aller réclamer des explications parce qu'elles ne m'étaient pas données d'emblée. Tu les as eues? J'ai eu des explications qui pour moi n'étaient pas les vraies les explications profondes. J'en ai eu et
celle que j'ai eue, c'est qu'avec le palmarès que j'avais, on attendait de moi beaucoup plus que ça, quoi. Avec ça, ça gâche l'escrime qu'on a vécu, qu'on a porté. Ça marque, mais ça gâche pas. Ça marque parce que, voilà, quand je rêvais de la fin, je la rêvais pas comme ça. Je la rêvais avec mes coéquipières sur un podium. Enfin, c'est pas. Je pense que personne ne peut dire qu'on fait autant d'efforts pour imaginer ça à la fin. Mais on sait que ça peut arriver de pas être sélectionné. Là où c'est dur, c'est dans les relations humaines. Parce que du jour au lendemain, on a l'impression de plus servir à rien et à personne. Et ça, c'est difficile. Parce que pendant toutes ces années, on développe quand même des relations avec les gens. On vit des choses très fortes ensemble, des bonnes comme des moins bonnes. On connaît la vie personnelle des uns et des autres. Parce que les états d'âme, ça arrive pas que quand chacun se retrouve chez soi. Des fois, tu vis des trucs durs quand tu es avec les autres. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'ai retenu de positif. Et je pense que ça m'a aussi donné beaucoup pour la vie professionnelle. Parce que tout ce que j'ai vécu, les bons accompagnements et les moins bons, eh ben, ça m'a permis aussi de voir en entreprise comment ça devrait se passer, comment ça peut mieux se passer, comment moi, quel rôle je peux jouer, ce que je peux prendre sur moi, ce que je ne peux pas prendre sur moi. Voilà, je pense que ça m'a enseigné beaucoup plus que juste l'aventure sportive. Aujourd'hui, toujours, tu fais un peu d'escrime? Pas du tout. Ça te manque pas? Zéro. Alors, ce qui me manque, c'est l'ambiance de la salle, le fait de se chambrer, tu vois, de rigoler, l'ambiance du vestiaire, mais la pratique en elle-même, c'était devenu douloureux à la fin. J'étais obligée de me strapper tous les jours, voire parfois 2 fois par jour, quand j'avais 2 entraînements par jour spécifiques escrime. J'avais plus de peau, j'étais brûlée par la colle du strap, quoi. J'avais des douleurs physiques. Pendant très longtemps, j'ai même plus eu la possibilité de mettre des chaussures à talons parce que j'avais eu une double fracture de fatigue au pied. Je pense que mon corps était arrivé vraiment au bout de ce qu'il pouvait donner sur du très haut niveau. Et en plus, je me suis rendu compte que aller tirer comme ça à la salle, c'était très frustrant parce que moi, je continuais à voir les mêmes choses. Donc, je voyais... quand tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre, tes yeux, ils voient, et donc tu es prêt à bondir dedans, mais mon corps, il voulait plus faire ça. La tête veut bien aller. Oui, la tête est OK, mais le corps est plus d'accord. Et donc ça, c'est super frustrant. Les gens qui sont en face se disent, moi, je vais mettre d'une touche à Maureen Nizima, et donc quand ils te mettent la touche, parce que oui, ils ont les mêmes réflexes. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde, ils se roulent par terre. Et moi, quel plaisir j'ai là-dedans, je n'en ai aucun. Donc en fait, j'étais très contente qu'on me propose de revenir en tant que sélectionneur, parce que ça me permettait de continuer à vivre aussi un peu cette aventure sportive d'une autre manière, en apportant des choses que moi j'aurais bien voulu avoir aussi quand j'étais athlète, mais les entraîneurs ils n'ont pas le temps de tout, et puis ils peuvent pas être partout, et c'est parfois une question de temps, une question d'inspiration. Je connaissais encore très bien ce groupe, et je pouvais aussi être un peu le passe-plat parfois sur certains messages. Donc je trouvais que c'était bien, que tout le monde pouvait y trouver son compte, les cadres, le groupe et moi. Comment on vit, comment on regarde les Jeux à Paris, Ouais. que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, quand on sait ce qui s'est passé là avec le recul, comment on le vit avant, c'est-à-dire comment on approche de cette échéance et comment on la vit sur place. C'est-à-dire ce qui s'est passé avant. La préparation, c'est-à-dire qu'on sait que les JO c'est 7 ans avant, on sait que ça va arriver à Paris. Ouais. Comment ça se passe dans la tête à ce moment-là? On sait qu'on est sélectionneur.
qu'on est un peu dedans quand même, sans être complètement dedans. On n'a plus, comme tu disais, tu maîtrises plus c'est plus toi qui vas faire le geste. Ouais. Mais toi, le Grand Palais, tu l'as connu, donc Ouais. comment ça se vit ça? Parce qu'il y a forcément quelque chose en plus. Alors moi j'étais tellement contente que le groupe avec lequel moi j'étais puisse vivre ce que j'ai vécu parce que la plupart des filles, elles étaient dans les gradins. Elles étaient encore très jeunes en 2010. Donc elles ont vu, mais elles étaient pas sur la piste et elles étaient même pas dans le collectif vraiment des filles qui pouvaient espérer faire ces championnats du monde. Donc moi j'étais contente pour elles qu'elles puissent vivre ça parce que je m'étais sentie très chanceuse d'avoir pu vivre ça, mais un peu seule aussi parce que les autres n'ont pas eu le droit à cette Marseillaise a cappella que moi j'ai eu au Grand Palais. Et donc je me disais putain c'est vraiment un truc qu'il faut vivre quoi. Faut qu'elle soit qualifiée, faut que l'équipe soit qualifiée, faut que le quota soit au complet, enfin il faut que ça se fasse. Et après ça se projette 7 ans avant parce que on le sait à ce moment-là, mais ça se travaille vraiment concrètement que les 4 années précédentes. Parce qu'on construit un groupe. On sait que dans ce groupe-là, il y a des filles qui vont se détacher à un moment, mais on n'est jamais sûr de rien. On peut avoir une fille qui pète un truc au dernier moment et qui sera la numéro 1 et qui ira à ses jeux. Donc en fait, c'est un travail commun avec les différents staffs de la Fédé, hein, la direction technique, les entraîneurs, les clubs aussi, de détecter les profils, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles progressent, et puis après, d'accompagner ce groupe-là jusqu'à la fin. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant, super motivant d'être un peu dans l'ombre. J'ai jamais aimé être à tout prix dans la lumière. Moi, j'adore être dans les secrets de fabrication, en fait. C'est ce qui me plaît le plus, de pouvoir apporter, contribuer à la petite chose, tu vois, qui va faire que, waouh, t'as apporté ton ingrédient à la recette et à la fin, c'est pas toi le gâteau et c'est même pas toi qui va le couper, mais t'as apporté un ingrédient. Voilà, les secrets de fabrication. Donc ça, pour moi, c'était dingue. Et l'année précédant les Jeux Olympiques, ça a été très dur. Parce que j'ai eu la sensation que ça avait rendu tout le monde fou, quoi. Je pense que les staffs ont subi une très, 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 très grosse pression du résultat, forcément. D'un seul coup, le monde entier et les grandes instances de notre pays avaient les yeux braqués sur le sport et sur nos disciplines. Mais encore plus braqués que sur d'autres Jeux Olympiques, hein, ceux-là parce qu'on était à la maison. Et donc, je pense que ça a mis beaucoup de pression. Et donc, la dernière année, c'est-à-dire l'année des Jeux, moi, j'ai pas été sur la sélection des Jeux Olympiques. J'étais avec la génération précédente, avec les juniors, les M20 M17. Et j'étais toujours là proche d'elle parce que la relation que moi j'ai avec ce groupe, c'est pas une relation de validation, de tamponner une sélection. Je m'en fiche en fait. C'est pas le pouvoir, tu vois, de dire moi j'ai sélectionné cette équipe. C'est plus donner le petit coup de pouce qui va bien, être à l'écoute d'un truc qu'on n'a pas vu avant pour que ça fasse la différence. Donc ça, j'ai pu quand même avoir ça avec les filles. Et tu vois, elles ont eu leur médaille le jour de mon anniversaire. Et elles m'ont fait un petit clin d'œil et je me dis, tu vois, elles n'étaient pas obligées de faire ça. Elles étaient vraiment pas obligées. Ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'en plus, moi, j'étais pas au Grand Palais ce jour-là. Moi, je commentais. Et donc, j'étais en cabine. Et donc, je n'ai pas pu palper l'ambiance et je n'ai même pas pu les toucher le jour J, quoi.
Donc, on était physiquement loin et même dans nos relations institutionnelles, on a été éloignés et pourtant, je me sentais très proche d'elle, quoi. Les JO, la trace que ça a laissé à Paris avec les scores qu'on connaît, ça va changer quelque chose dans l'escrime, si on prend que l'escrime. Est-ce que ça va obliger l'escrime à être aussi performant tout le temps? Alors, je pense pas que ça oblige, parce que l'escrime a toujours été performante au JO, sauf en 2012 à Londres. Euh, j'ai l'impression que on a toujours on se fait toujours un devoir d'être exemplaire en termes de résultats. Je dis on parce que bah, c'est Le collectif. ouais, collectivement. Et donc, il y a toujours des remises en question qui se font à chaque Olympiade sur est-ce que notre projet c'est de rassembler les meilleurs au même endroit, entraînés par la même personne? Est-ce que le projet c'est de gérer des projets individuels et de les faire matcher avec un collectif? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce travail de remise en question qui se fait et c'est plutôt sain parce que il n'y a pas de recette magique. Après, on a beaucoup d'entraîneurs qui sont exportés et qui exportent aussi les bonnes recettes. Donc, c'est important de ne pas s'endormir. C'est important aussi de s'ouvrir sur l'étranger, de voir ce qui se fait aussi de bien, parce qu'on nous a on s'est beaucoup inspiré de nous. Peut-être que nous aussi, on aurait intérêt à regarder, comme on se fait dans l'entreprise, hein, benchmark. Qu'est-ce qui se fait à côté, les bonnes pratiques, test and learn, on regarde, ça marche pas. Pour moi, l'escrime, c'est un sport qui est encore amené à évoluer dans sa pratique. Le règlement évolue, la pratique évolue. Donc, il faut rester toujours les yeux ouverts, quoi. Le sport féminin va-t-il connaître un renouveau ou un nouveau, plutôt qu'un renouveau, avec une femme présidente au CIO? Est-ce que ça va changer des choses? J'en sais absolument rien. Pour moi, c'est tellement politique que il y a des tendances. Et pour moi, la tendance, quand on parle de sport au féminin, qui est la plus importante, c'est qu'on considère les filles comme des athlètes la femme comme un athlète dans sa globalité. C'est-à-dire que si on veut considérer le sport féminin, on considère dans ce cas-là qu'une femme, dans sa vie, elle puisse devenir mère et elle puisse avoir envie de revenir et une athlète à son meilleur niveau. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Dans certaines disciplines, par exemple, on gèle les points. À l'escrime, ça n'existe pas encore. Est-ce que on permet de faire de la recherche sur le sport au féminin dans toute sa dimension du métabolisme, des cycles? Est-ce qu'on va former les entraîneurs qui sont le plus souvent des hommes dans ces disciplines au féminin pour qu'ils puissent aussi tenir compte de tout ça et être à l'écoute? Il y a plein de sujets en fait du sport féminin. C'est pas juste une question de visibilité, c'est vraiment comment on considère les femmes sportives. Tu as un souhait par rapport à ça? Un souhait? Non, j'en ai pas un. J'ai le souhait que ça se fasse, que ça avance et que ça rentre dans le dur en fait. Que ce soit pas des initiatives à droite, à gauche, selon les fédérations. Aujourd'hui, donc plus d'escrime, tu fais quand même un peu de sport? Non, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Alors, Ça fait du bien de plus en faire? Non. Je dis la vérité, vraiment non. Je me suis essayée à d'autres sports. J'ai essayé le crossfit et en fait, j'avais l'impression de faire de la prépa physique sans avoir le but ultime qui était de jouer. J'ai pas réussi à adhérer au truc. J'ai tenté le bad et en fait, quand les gens ont su qui j'étais, ils essayaient de me mettre des raclées, donc ça marchait pas non plus. Ça aide pas. Et en fait, je me suis prise de passion pour le roller derby, que j'ai pratiqué pendant 2 saisons jusqu'au Covid.
Et en fait, j'ai pas pu reprendre derrière parce que j'ai un souci neurologique pendant mon accouchement. Et donc, pendant 1 an, j'avais plus le droit De faire de sport. de faire de sport. Et de ce fait, ben, j'ai pas repris derrière parce que j'ai eu un petit garçon qui est né dans des conditions un peu rocambolesques. Et donc, il m'a demandé beaucoup de temps. Donc, je me suis concentrée sur lui. Mais j'aimerais beaucoup reprendre maintenant qu'il va bien et que tout se passe bien, retrouver une activité physique régulière et surtout qui me plaît, quoi. 4 ans, c'est bien ça, hein. Ouais. Donc l'année prochaine, il se met à l'escrime? J'aimerais mieux pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas bien parti. Oui, il me dit depuis quelques jours, maman, tu vas refaire de l'escrime? Alors je lui dis bah non, pourquoi? Il me dit si, parce que comme ça je pourrais te toucher. Et je sens bien qu'il a envie. C'est un très très mauvais perdant. Donc ça me fait dire qu'à un moment donné, peut-être il va avoir envie de faire quelque part de la compétition. Pour l'instant, il fait de la musique. Il fait de l'éveil à la musique et tout, et il s'éclate bien. Mais je sens qu'il a besoin de se confronter aux autres, quoi. Merci beaucoup, Marine. Bah, avec plaisir.